Bonsoir à tous. L'étau judiciaire se resserre à Cotonou. Quelques semaines après l'annonce d'une tentative de coup d'État déjouée au Bénin, l'enquête vient de franchir une étape décisive. Sous haute surveillance sécuritaire, une trentaine de suspects dont une majorité de militaires ont été placés sous mandat de dépôt ce mardi. Trahison, assassinat, attentat à la sûreté de l'État, les chefs d'accusation sont d'une gravité exceptionnelle. Comment l'enquête a-t-elle abouti à ces arrestations? Quels sont les enjeux de ce procès qui s'annonce d'ailleurs historique? Dans cette édition du Point sur l'actualité, nous revenons bien sûr sur ce coup de filet et les zones d'ombre qui entourent encore cette affaire qui secoue les fondements de la République du Bénin. Nous parlerons également de cette tempête sécuritaire qui secoue l'Afrique de l'Ouest. La réponse se veut désormais militaire et collective. C'est l'annonce forte qui a marqué le 68e sommet ordinaire des dirigeants de la CEDEAO. La création d'ici fin 2026 d'une brigade antiterroriste de 1650 hommes, alors que le Sahel s'enfonce dans une instabilité chronique et que les groupes armés terroristes tentent d'étendre leur influence vers les pays côtiers. Le président sierra-léonais et président en exercice de la CEDEAO, Julius Maada Bio, a tiré la sonnette d'alarme. Le terrorisme n'est plus seulement une menace sécuritaire, c'est un frein direct au développement de tout un continent. Cette brigade antiterroriste menée ou du moins conduite notamment par la CEDEAO peut-elle réellement inverser la tendance sur le terrain? Comment cette force sera-t-elle déployée face à une criminalité organisée de plus en plus mobile? Et surtout, la CEDEAO a-t-elle les moyens de ses ambitions? Autant de questions sur lesquelles vous avez la lourde responsabilité, mesdames, messieurs, ce soir d'apporter les éléments de réponse. Voilà donc qui plante le décor de cette émission du Point sur l'actualité. Bonsoir à tous et installez-vous confortablement. Votre émission Le Point sur l'actualité débarre à l'instant sur votre Mediapart Africa, For You Media Africa. Bonsoir à tous une fois de plus et bienvenue, installez-vous. C'est donc parti pour un peu d'une heure, 30 minutes de débat à vos côtés, puisque vous le savez, le principe, il ne changera jamais. Tous les mercredis, c'est vous qui faites le débat, c'est vous qui faites l'émission et nous avons donc le plaisir d'afficher les codes d'accès dès l'entame de cette émission afin de caler déjà les premiers invités qui vont donc se prononcer sur les thématiques qui sont inscrites à l'ordre du jour. Vous avez la possibilité, vous vous prononcez sur ces thématiques ou alors vous nous proposez d'autres sujets d'actualité qui vous intéressent de très près. Mais pour ce qui est déjà de notre menu de la soirée, nous reviendrons sur cette tentative de déstabilisation. Souvenez-vous des événements du 7 décembre dernier. Ce contexte politique a connu une évolution significative, cette fois sur le terrain judiciaire, puisque hier mardi, nous avons appris que 30 militaires ont donc été placés sous mandat de dépôt et écroués justement, soupçonnés donc d'être impliqués de près et de loin justement dans cette tentative de déstabilisation qui avait pour seul objectif notamment de renverser le président Patrice Talon. Au regard bien évidemment de l'évolution de la situation, nous allons interroger à vos côtés ce soir la démarche en elle-même, alors que celui qui est présenté comme le cerveau notamment de cette opération, le lieutenant-colonel Pascal Tigri, serait toujours introuvable selon les autorités béninoises. Cette affaire évolue donc désormais sur le terrain judiciaire. Nous en parlerons dans quelques instants. Je reviendrai sur certains détails que j'aurai l'occasion de vous donner. Il faut rappeler qu'ils sont poursuivis, notamment ces militaires qui ont été écroués pour trahison, assassinat et attentat à la sûreté de l'État, ont d'ailleurs indiqué plusieurs sources judiciaires du côté de Cotonou au Bénin. Nous aurons également l'occasion de nous attarder ce soir sur le dernier sommet ordinaire des dirigeants de la CEDEAO, ce sommet qui s'est tenu à Abuja. Souvenez-vous, c'était le 14 décembre dernier. Nous reviendrons sur plusieurs résolutions qui ont d'ailleurs été prises à cet effet, dont l'une d'elles
cette création d'une brigade antiterroriste. Le chiffre exact qui est avancé, c'est 1650 hommes au départ. L'annonce a été faite par le président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, par ailleurs président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, face notamment aux défis sécuritaires qui s'écoulent Sahel de façon générale et qui menace notamment les pays côtiers. Il est donc urgent d'apporter une réponse adéquate et celle-ci, selon bien sûr la CEDEAO, passe donc par la mise sur pied et l'implémentation de cette brigade anti-terroriste. Nous allons questionner son efficacité sur le terrain, aux côtés notamment de cette fameuse force en attente de la CEDEAO qui, elle, est déjà opérationnelle. Nous en parlons et ce, à vos côtés ce soir. Nous avons donc la possibilité, vous avez la possibilité de nous contacter dès à présent afin notamment de revenir beaucoup plus en détail sur ce qui vous intéresse de très près. Mais peut-être avant d'aller au standard, je vais tout d'abord vous amener à prendre cet élément qui dresse un tout petit peu le bilan de ce dernier sommet ordinaire des dirigeants de la CEDEAO. Je rappelais que la rencontre s'est tenue du côté d'Abuja, c'était le 14 décembre dernier. Plusieurs résolutions ont été prises, dont l'une d'elles était bien évidemment la mise sur pied de cette brigade anti-terroriste. Les pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont franchi une étape décisive lors de leur récent sommet ordinaire. À Abuja, l'organisation régionale a annoncé des mesures concrètes pour renforcer sa sécurité collective et pour stabiliser la situation politique agitée au Bénin et en Guinée-Bissau. La principale annonce concerne la mise en place imminente des forces de déploiement rapide. Le président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, le Sierra Leonais Julius Maada Bio, a précisé les contours de cet engagement sécuritaire. Selon lui, les ministres des Finances et de la Défense travaillent actuellement sur les modalités d'un financement durable de cette initiative. L'objectif est ambitieux, lancer une brigade antiterroriste forte de 1650 hommes d'ici la fin de l'année 2026. Le président Julius Maada Bio souligne la nécessité de consolider l'institution régionale, affirmant qu'une grande intégration ne pourra se réaliser qu'en combattant frontalement le terrorisme et l'extrémisme violent. Au-delà de la sécurité, le sommet a permis d'évoquer l'un des projets économiques phares de la région, le lancement d'une monnaie unique. Cet objectif est maintenu avec une date de lancement prévisionnelle désormais fixée vers 2027. La situation politique de la Guinée-Bissau et du Bénin a largement dominé les échanges. L'organisation a adopté une position de fermeté, rejetant le programme de transition proposé par les nouveaux dirigeants bissau-guinéens. La CEDEAO a même menacé d'imposer des sanctions ciblées au pays suite au récent coup d'État. Ce type de mesure est souvent utilisé pour faire pression sur les dirigeants non constitutionnels. Au Bénin, l'organisation a condamné le coup d'État avorté. En réponse à cette initiative, une force d'intervention multinationale a été déployée. Le Nigeria a envoyé des avions de chasse et des troupes, rejointes par des soldats de Côte d'Ivoire. Je condamne fermement le changement inconstitutionnel de gouvernement en Guinée-Bissau et la tentative de subvertir l'ordre constitutionnel au Bénin. Je salue la mobilisation rapide des troupes et des moyens aériens. Le Nigeria prenant la tête pour préserver l'ordre constitutionnel au Bénin, la sécurité n'est pas seulement une obligation militaire. C'est un impératif humain, essentiel pour protéger les familles, les moyens de subsistance et la dignité de nos citoyens. La CEDEAO a également indiqué que des renforts militaires sont attendus prochainement, notamment du Ghana et de la Sierra Leone. Le sommet d'Abuja confirme donc la volonté de la CEDEAO de jouer un rôle plus actif et plus musclé, tant sur le plan de la sécurité régionale face à la menace terroriste que dans la défense de l'ordre constitutionnel et démocratique de ses membres. Pour planter le décor autour de cette thématique, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest qui prévoit donc de lancer une brigade antiterroriste forte de 1650 militaires d'ici la fin de l'année 2026. L'annonce a donc été faite à l'occasion, à marge de ce sommet, par le président en exercice de la CEDEAO, le chef d'État de la Sierra Leone, Julius Maada Bio.
il a souligné que le terrorisme et la criminalité organisée continuent de déstabiliser les pays de la région et de compromettre leur développement, en particulier dans le Sahel. Selon lui, les groupes terroristes poursuivent également des tentatives d'élargissement de leurs influences dans la région et sur notamment l'ensemble du continent africain. On rappelle qu'en novembre dernier, la CEDEAO avait appelé les États membres des Nations Unies ainsi que la communauté internationale a apporté leur soutien au Nigeria et aux autres pays membres de l'organisation dans leur démarche, celle qui vise aujourd'hui à lutter contre les groupes armés terroristes. Le Nigeria, de son côté, souffre depuis plusieurs années de ces attaques des groupes armés et bandes armées, particulièrement dans le nord du pays. Le groupe Boko Haram en est une illustration parfaite, né notamment en 2009, reste jusqu'ici l'un des plus actifs dans la région. Le conflit qui a suivi, alimenté notamment par d'autres groupes armés terroristes du côté du Nigeria, a fait plus de 40 000 morts et provoqué le déplacement d'environ 2 millions de personnes. L'urgence est donc là. Et face à tous ces défis sécuritaires aujourd'hui, la CEDEAO a jugé utile, voire nécessaire de mettre sur pied cette brigade anti-terroriste. On parle d'un effectif de départ de 1650 militaires qui seront notamment tirés des contributions qui seront faites notamment par les pays membres de l'organisation. C'est une évidence. À côté de cette thématique, nous parlons bien évidemment de cette tentative de déstabilisation du côté du Bénin, avec 30 militaires qui ont été écroués selon plusieurs informations et sources judiciaires du côté de Cotonou. Nous reviendrons bien évidemment beaucoup plus en détail sur ce qui leur est reproché, mais pour l'instant, nous prenons le premier appelant au standard. Allô, bonsoir. D'accord. Bonsoir, monsieur Nguélé. Bonsoir, les techniciens. Et bonsoir à tous les téléspectateurs qui sont en train de suivre Foyer Média à l'heure actuelle. Je voulais vraiment dire merci beaucoup à Foyer Média pour les efforts qu'ils font chaque jour. Et sachez que monsieur Nguélé, vous êtes les meilleurs. Sans vous mentir, les efforts que vous menez, seul Dieu vous payera. Et vos familles seront bénies. Je vous assure que monsieur Nguélé, ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de risquer, votre vie, pour donner une communication à l'Afrique, pour que la vérité soit dévoilée à travers le monde entier. Je vous dis, soyez courageux et ça va aller. En dehors de ça, je voulais vraiment revenir à l'essentiel de l'actualité. Oh. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, donc je voulais merci beaucoup à Foyer Média. Et je voulais vraiment revenir à l'actualité de cette semaine. Monsieur Nguélé, je voulais dire d'abord que aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dans un problème crucial. Et pourquoi je dis cela? Parce que aujourd'hui, nous voyons tout ce qu'il y a vraiment en Ingas. M. Ouattara a été convoqué. Il y a une plainte qui a été convoquée au niveau de la CPI contre la deuxième partie. Parce que nous reconnaissons aujourd'hui que M. Laurent Gbagbo n'a rien fait et il a été délaissé par la justice de la CPI. Cette justice que nous savons qu'aujourd'hui, elle a été installée pour juger le chef d'État. Et je voulais dire que ces pays jouent son rôle pour que la vérité soit vraiment mise en place au niveau de la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a vraiment une menace sur la population. Et sachez que le régime de M. Ouattara ne laissera pas passer inaperçu toutes les menaces qui viendront à son encontre. Donc je voulais dire aux Ivoiriens d'être vigilants de tous les côtés et d'être vraiment sur le qui-vive. Jusqu'alors, la lutte n'est pas terminée. Je vous assure que nous allons gagner. Et M. Ouattara ne va pas partir. Donc, je quitte là-bas rapidement pour revenir sur le cas de Jola, de l'AUS. Aujourd'hui, l'AUS est en train de jouer vraiment un rôle crucial. Et vraiment, je voulais vraiment féliciter les dirigeants de l'AUS de continuer toujours dans la même pays. Parce qu'aujourd'hui, l'AUS la vérité des affaires. Monsieur Nguélé, je ne vais pas trop parler.
vous laisse là. Je reviendrai, Inch'Allah. Je reviendrai. Alors, merci beaucoup. Passez une agréable soirée. Ben, c'est nous que vous disons merci pour votre contribution. Vous connaissez le principe. Vous appelez, vous présentez et vous donnez votre point de vue, bien évidemment, sur les thématiques. Ou alors, vous nous proposez certains sujets d'actualité. On ne peut pas toujours tout évoquer. Vous comprendrez donc que nous ayons pris le soin ce soir de vous proposer deux principales articulations. Mais n'oubliez pas le principe, vous avez la possibilité de pouvoir commenter d'autres sujets d'actualité. À nos côtés, je pense que nous allons rester au standard, peut-être avant d'aller au standard, rappeler bien évidemment les sujets de la soirée. Nous parlons de cette tentative de déstabilisation du côté du Bénin. Une trentaine de personnes, majoritairement donc des militaires, ont été écroués hier mardi au Bénin après avoir été arrêtés en lien justement avec ce coup d'État manqué. On parle des événements du 7 décembre dernier. On rappelle que plusieurs autres militaires sont toujours en fuite. Pour revenir sur les événements de façon concrète, il faut dire que le 7 décembre dernier, des militaires affirmaient donc à la télévision nationale avoir destitué le président Patrice Talon. Le coup d'État a finalement été déjoué le même jour par l'armée béninoise qui a ensuite reçu l'appui et le soutien du Nigeria et même de la France. Plusieurs personnes sont mortes, il faut le rappeler, et des militaires dont leur leader, le lieutenant-colonel Pascal Tigré, seront toujours en fuite aujourd'hui au regard bien sûr des informations qui nous parviennent. Une trentaine de personnes ont été présentées lundi dernier au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme à Cotonou, puis ont été placées sous mandat de dépôt hier mardi à l'issue notamment de leur audition. Elles sont poursuivies pour trahison, assassinat et attentat à la sûreté de l'État. Indique notamment la source judiciaire en question. À côté de cette thématique, nous revenons ce soir sur le sommet ordinaire des dirigeants de la CEDEAO tenu le 14 décembre dernier du côté d'Abuja au Nigeria, dans un contexte marqué justement par une situation politique instable au niveau de la sous-région, cette tentative de coup d'État manquée du côté du Bénin et le coup d'État réussi du côté de la Guinée-Bissau avec les nouvelles autorités dont le programme de transition a donc été rejeté par la CEDEAO. Je reviendrai dans quelques instants beaucoup plus en détail sur ce qui a été dit lors de cette réunion concernant les autorités bissau-guinéennes. On rappelle que les autorités actuelles du pays se sont engagées pour une transition d'une année après avoir destitué le président Umaru Sissoco Embalo à l'issue notamment du scrutin du 23 novembre dernier. Nous restons au standard. Allô, bonsoir. Alors nous allons souffler un tout petit peu en vous proposant bien évidemment cette tranche d'information et juste derrière nous reviendrons et nous poursuivrons notre émission. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov place l'Afrique au cœur des priorités stratégiques de Moscou, décrivant le continent comme un acteur majeur dans l'émergence d'un monde multipolaire. Lors d'une allocution, le chef de la diplomatie russe salue ce qu'il qualifie de second réveil de l'Afrique, soulignant la volonté des nations africaines d'utiliser désormais leurs vastes ressources au service de leurs propres intérêts nationaux. Le chef de la diplomatie russe insiste sur l'importance stratégique croissante du continent, non seulement en raison de ses ressources immenses, mais aussi pour son rôle politique. Cette tendance confirme que le continent africain est déjà et son rôle continuera de croître l'un des piliers du nouvel ordre mondial multipolaire et qu'il jouera un rôle de plus en plus important dans la politique, l'économie et la finance mondiale. Sergueï Lavrov rappelle l'engagement historique de l'Union soviétique puis de la Fédération de Russie à soutenir le renforcement de la souveraineté des pays africains depuis la décolonisation. Il note cependant qu'après l'obtention de leurs indépendances politiques, de nombreux États africains sont restés dépendants de leurs anciennes puissances coloniales sur les plans économiques et financiers. Selon le chef de la diplomatie russe, le second réveil africain est caractérisé par un désir de renforcer la souveraineté non seulement dans la sphère politique, mais aussi dans les domaines économiques, énergétiques, militaro-techniques, alimentaires et technologiques. Pour aider les pays africains à s'appuyer plus efficacement sur leurs propres ressources, Moscou cherche à intensifier la coopération par le biais de ses entités régionales. Des sujets de la fédération comme Moscou, Saint-Pétersbourg, le Tartarstan, ainsi que des régions du sud comme Rostov et Kemerovo sont déjà impliqués dans la coopération. Sergueï Lavrov met en lumière un objectif clé dans la coopération agricole.
Notre objectif, comme l'ont demandé nos collègues africains, est de passer de l'approvisionnement alimentaire à la production alimentaire et surtout d'engrais directement sur le continent africain, pour lequel toutes les opportunités existent. Le ministre russe des Affaires étrangères reconnaît l'existence de défis, notamment les contraintes logistiques et financières, mais se dit convaincu qu'ils sont tous surmontables. En conclusion, Moscou réaffirme son engagement à être à la hauteur des attentes de ses amis du continent, en encourageant activement ces régions et ses ambassades à développer des projets d'investissement mutuellement avantageux avec les pays africains. La Russie qui affirme donc son engagement stratégique envers le continent africain. Le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, celui que vous avez écouté, a qualifié de second revers de l'Afrique. Selon Moscou, les nations africaines, après avoir acquis leur indépendance politique, cherchent désormais à utiliser leurs vastes richesses naturelles au profit notamment de leurs intérêts nationaux, s'affranchissant de leur dépendance économique post-coloniale. Sergueï Lavrov a insisté notamment sur le fait que cette dépendance fait de l'Afrique l'un des piliers incontournables du nouvel ordre mondial émergent, appelant à un renforcement de la coopération, notamment par le biais des régions russes, avec pour objectif de passer de l'approvisionnement à la production alimentaire directe, notamment sur le continent africain. Marc, vous êtes avec nous au Standard. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Nguéné. Ce matin, j'avais pris la parole, je parlais de partenaires fiables pour l'Afrique. Et je voudrais dire bonsoir d'abord à tous nos combattants qui sont partout dans le monde pour dire que l'Afrique aujourd'hui, après 60 ans de notre pseudo-indépendance dont nous avons le droit d'avoir aujourd'hui des partenaires fiables parce que la masse critique qui est aujourd'hui en Afrique doit maintenant comprendre que nous devons nous rassembler aujourd'hui au chevet de notre continent pour que nous puissions développer l'agriculture à outrance, c'est-à-dire que c'est l'agriculture intensive. On ne peut plus faire cette agriculture-là, en tout cas d'une certaine manière archaïque comme avant. L'agriculture maintenant doit se développer intensivement pour que nous puissions nourrir les populations africaines. Pourquoi les populations africaines quittent le continent et qu'ils aillent chercher leur pitance ailleurs? C'est parce qu'il n'y a pas à manger sur le continent. Et aujourd'hui, notre continent est devenu un dépotoir où tout ce que les gens font comme des aliments avariés, que ce soit du riz ou bien même les poulets avariés, le poisson avarié et tout ça qui vient de l'Asie, de l'Europe ou bien même des Amériques, ils s'en vont déverser sur notre continent et c'est ce que nous mangeons. Aujourd'hui, quand vous voyez des jeunes, d'autres sont en hypertension artérielle, d'autres jeunes sont aujourd'hui malades, nos populations sont malades parce que nous ne mangeons pas en tout cas des aliments de bonne qualité. Et ça, c'est pas bien. Nous devons développer une agriculture en tout cas saine parce que nous avons des terres fertiles. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? C'est des guerres, c'est toutes sortes de qu'on appelle d'attaques armées, tout en nous liés à des religions qui ne servent à rien et qui veulent créer aujourd'hui en Afrique de l'Ouest que les gens veulent créer seulement que des qu'on appelle, je ne sais même pas quoi, ou que ces gens-là attaquent. Ils veulent créer des entités islamiques qu'on ne sert à rien du tout, qui ne servent à rien du tout. Et comme les grands philosophes ont écrit, la religion, c'est l'opium des peuples. Alors, nous ne devons plus nous lier à ces religions importées sur notre continent. L'islam importé sur notre continent, qu'on appelle le pseudo-christianisme importé sur notre continent. Or, nous Africains noirs surtout, nous savons qu'est-ce que Dieu par rapport à ces gens-là. Et allez-y écouter le discours du roi belge quand ils amenaient, en tout cas ces missionnaires-là, au Congo. Alors, quand nous regardons tout ça, nous disons que
aujourd'hui où nous sommes, nous devons nous prendre nous-mêmes notre destinée en main. Parce que nous avons le droit de développer par des techniques, en tout cas l'agriculture sur notre continent. C'est ce que M. Lavrov vient de le dire. Aujourd'hui en Europe, surtout dans l'Europe ou bien en Asie, est-ce que quelqu'un peut se mesurer sur le plan agricole à la Russie? Non. La Russie, c'est un des plus grands continents de l'Europe. 150 millions d'habitants. Alors, la Russie seule nourrit toute sa population-là. Et en même temps, il envoie du blé à pratiquement tous les pays d'Asie, pratiquement tous les pays d'Europe. Aujourd'hui, pourquoi le blé? Pourquoi aujourd'hui tout ce que les gens mangent comme aliment en Europe commence à coûter cher? Parce qu'ils ne peuvent plus avoir le blé de l'Asie, qu'on appelle de la Russie. Ils ne prennent que le blé de l'Ukraine. Et comme l'Ukraine est en guerre, donc ils ne peuvent pas avoir un peu de trop. Vraiment, qu'on appelle bref, vraiment, M. Lavrov a vu clair pour que nous puissions être de bons partenaires avec la Russie pour nous aider à développer l'agriculture. Depuis 64 ans que les gens nous disent que nous sommes indépendants, l'agriculture n'est pas développée, en tout cas sur notre continent. Et je voudrais parler un peu du Bénin pour dire que tout ce coup d'État qui est en train de se passer, qui s'est passé en Bénin, au Bénin, c'était une manière de pouvoir attaquer l'AES. Et monsieur, je veux dire merci à monsieur Ibrahim, qui est le président du Burkina Faso, d'avoir descendu cet avion-là là-bas. Et maintenant, on va voir tout ce que cet avion-là, en tout cas, nous réserve. Nous croyons que aujourd'hui où nous sommes, l'AES doit encore, je dis quoi, doit encore s'armer encore plus. Parce que l'AES est devenu un oasis de paix où les Ivoiriens qui aiment la paix peuvent aller se reposer tranquillement. Malgré ces djihadistes qui sont là-bas, il faut qu'ils soient nettoyés. Et nous demandons à la Russie, qui est partenaire de l'AES, de pouvoir donner les armes nécessaires pour que cet oasis de paix-là soit préservé, soit sécurisé et que les Africains puissent avoir, en tout cas, un coin où se reposer. Et nous leur demandons, avec la banque qui vient de créer, que cette banque-là puisse être préservée, en tout cas alimentée, afin que, en tout cas, nous puissions, par cette banque-là, développer l'Afrique. Parce que nous avons besoin de développement. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin à ce qu'on amène de l'argent où les gens amènent, en tout cas, plan de développement ou bien banque de développement qui nous amènerait pour nous aider, comme si nous sommes au biberon. Ce n'est pas ça que nous avons besoin. Nous avons besoin de nous développer nous-mêmes. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous développer. C'est ça que nous avons besoin. Et là, je suis vraiment content de ce qu'ils aient créé cette banque-là, qui va être un boom, en tout cas au niveau de la RS. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Merci à vous, Marc, pour votre contribution ce soir sur nos antennes. Vous parlez bien évidemment de la Banque confédérale d'investissement de développement qui a donc vu le jour grâce notamment à la vision politique et même économique impulsée notamment par les trois dirigeants, ceux notamment du Mali, du Niger ou encore du Burkina Faso, la BCID AUS qui est donc lancée avec un capital de départ de 500 milliards de francs CFA. De toutes les façons, la nouvelle a accueilli favorablement du côté des trois capitales et cela représente, selon bien sûr plusieurs économistes, un premier pas vers cette monnaie unique qui reste toujours attendue. Alors, Monsieur Basson, vous êtes également au Standard. Bonsoir et bienvenue. Merci call center, merci beaucoup. Bonsoir à la partie technique, bonsoir Monsieur Nguené et à tous les appelants ce soir. Je leur dis bonsoir. Alors, moi tout d'abord, je voudrais ici apprécier la sortie du président gabonais, M. Oligui Nguema. Nous voyons ces derniers temps une vidéo où il a fait une visite dans un ministère de l'Emploi où il a constaté des absences terribles.
Et celui-ci a fait des remontrances à ses fonctionnaires. Ici, je voudrais lui dire bravo. Et ce qui s'est passé au Gabon, M. Nguené, c'est ce que nous vivons partout dans tous les pays africains, où des gens sont nommés à certains postes, ce qu'on appelle les fonctionnaires, et qui ne foutent absolument rien du tout. Ils sont paresseux, ils sont incompétents, et ils sont payés par nos impôts à ne rien foutre. Voilà la vidéo qui circule. Voilà un exemple. Sur 400 fonctionnaires, il n'y a que 20 ou 60 qui travaillent. Et nous vivons cela partout dans toutes les administrations africaines. Donc ici, je voudrais saluer ce courage du président Oligui Nguema et qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, mais quand quelque chose est bon, il faut savoir apprécier. Et j'espère que ça va continuer. Qu'il continue comme ça, qu'il essaie de copier ses frères de la RDC. Donc je lui dis bravo. Aussi, dans la même lancée, je voudrais ici féliciter le Togo qui a organisé le 9e congrès panafricain. Mais vraiment, ça a été une réussite. Il y a eu une multitude de sujets, il y a eu beaucoup de débats. Aussi, le président togolais Faure Gnassingbé, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, ici aussi, un acte de bravoure a été posé. On a parlé des choses très intéressantes, par exemple, comme la sortie du passeport panafricain. On a parlé de l'éducation, on a parlé de la santé. Et je voudrais ici lui tirer aussi chapeau. Ici, on a très souvent tiré sur le président Faure Gnassingbé, mais ne l'oublions jamais. Je pense que quand la CEDEAO a eu l'idée d'attaquer le Niger, il était le seul pays à dire que non, je ne suis pas prêt à participer à ce massacre-là. Moi, c'est ce qui est resté dans ma tête. Il faut toujours, il ne faut jamais oublier cela. Je voudrais ici aussi féliciter la CEDEAO qui veut mettre en place une force de 1200 hommes pour lutter contre le terrorisme. Monsieur Nguené, ici, on a toujours critiqué la CEDEAO. Mais quand les bons actes sont posés, il faut encourager, il faut féliciter. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, quand quelque chose est bon pour le continent, pour la sous-région, il faut saluer. Donc, si moi, cet acte qu'ils ont mis sur la table, j'ai beaucoup apprécié. Maintenant, on attend les résultats sur le terrain. Faire des propositions comme ça, c'est bien beau. Et il faut maintenant qu'il y ait des actes concrets sur le terrain. C'est là qu'ils seront vraiment jugés. Et aussi, M. Nguené, il y a tellement de sujets, mais je ne peux pas sortir ici sans une fois de plus dire un mot sur le pays Cameroun. Il y a eu élection au Cameroun. Nous avons voté. Mais nous n'avons pas voté pour le changement. Donc, ceux qui crient aujourd'hui, il faut qu'ils arrêtent. Je rappelle ici et maintenant qu'à l'heure où je vous parle, il y a eu des élections régionales au Cameroun. Le président de la République nous a parlé de quoi? De la jeunesse et de la femme. Parmi les 10 régions qui sont au Cameroun, est-ce que vous avez vu une seule femme président d'une région? Est-ce que vous avez vu un seul jeune président d'une région? Que non. Rien du tout. Donc ceux qui attendent aujourd'hui des changements, je continue à dire ici, c'est un leurre. Nous n'avons pas voté pour le changement. Nous avons voté pour le maintien de la politique que le Cameroun mène depuis 43 ans. Donc aujourd'hui, il ne faut pas venir pleurer. Je continue à dire à mes frères, arrêtez.
Nous avons voté pour le maintien de la politique qu'il y a toujours eu. Nous n'avons jamais voté pour le changement. Alors, il est temps, il est l'heure que les élections municipales et législatives qui arrivent, que les Camerounais essayent de bouger un peu pour essayer de changer des choses. On leur a promis le changement de gouvernement qui ne vient toujours pas. On attend toujours. Et les présidents des régions qui sont là aujourd'hui, aucun n'est jeune. Et personne n'est en dessous de 40 ans. Tous sont au-dessus de 50 ans. Alors, on nous parle de quoi? De quelle jeunesse? Donc, que les Camerounais arrêtent de rêver. Le moment venu qu'ils aillent voter et qu'ils votent pour le changement. Qu'ils votent pour le changement de Sénégalais. Vive le Cameroun. Excellente soirée, Monsieur Basson. Merci. Monsieur Basson, depuis la France, merci à vous pour votre contribution. Monsieur Zerfel est également au standard. Sans transition, nous allons prendre Zerfel. Bonsoir à vous. Ok, bonsoir Monsieur Nguéné, bonsoir à tous les techniciens, bonsoir à tous les journalistes de For-You, sans oublier le président, directeur de For-You. Malheureusement, hier, il était sur le plateau où j'ai manqué une chance pour m'adresser à lui, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps parce que j'étais occupé. Mais moi, je ne vais pas parler politique aujourd'hui parce que ce matin, ce que j'ai dit ce matin, je vais répéter encore. Parce que je vous donne une carte jaune. Parce que vous faites des choses, vous faites des choses, comment dire, bien, mais vous manquez quelque chose. C'est-à-dire que quand je vois la télévision, la radio que vous animez, bien, hein, la radio et la télévision, c'est politique. On va sur la radio, c'est politique. Moi, je vais vous dire une chose. Ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, on a conscientisé tous nos politiciens, on les a parlé matin, soir. Il y a vraiment des choses, des intellectuels qui sont passés sur vos plateaux pour parler le développement de l'Afrique. Mais les gens ne nous écoutent pas. Si c'est comme ça aussi, on peut changer un peu de fusil d'épaule. C'est-à-dire, aujourd'hui, on va parler de l'agriculture. Si les politiciens ne nous écoutent pas, mais il faut qu'on parle de l'agriculture et des jeunes entrepreneurs, des jeunes, comment dirais-je, des jeunes créateurs qui savent faire des petits trucs, qui savent développer des trucs. C'est comme ça que les Chinois ont fait. Quand les Chinois venaient en Europe et en Occident, ils avaient toujours leurs petits appareils qu'ils prenaient pour faire des photos. Et ce sont tout ce qu'ils ont vu aujourd'hui en Occident, en Europe. Et c'est ça, aujourd'hui, ils ont reproduit dans leur pays. Et en reproduisant, parce que moi, je travaille les Chinois et puis les Japonais. Donc, quand tu parles avec eux, ils te parlent comment ils travaillent. Donc, quand ils rentrent chez eux, l'État, le gouvernement change. Quand vous voyez les robots, là, ce sont des gens qui sont sortis du pays et on les a regroupés avec des professeurs de là-bas et pour travailler ensemble. Aujourd'hui, les mecs qui font les petits trucs aujourd'hui en Afrique, vous ne les appelez même pas sur vos plateaux pour discuter avec les jeunes là. Parce qu'en discutant, ce que le jeune a fait, il se peut qu'il y a, comment dirais-je, un partenaire qui a l'argent, qui peut les produire, leurs petits trucs qui sont fabriqués pour mettre ça en valeur. Aujourd'hui, quand vous partez sur les marchés de Noël et vous achetez les petits jouets là, c'est-à-dire que ce ne sont pas des choses qui sont tombées du ciel. Ce sont des gens qui ont fabriqué et il y a eu des gens qui ont l'argent et qui ont produit ces trucs-là et puis on les vend aujourd'hui. Alors, si un jeune aujourd'hui, africain, est en train de faire quelque chose et qui passe sur vos plateaux, comment dirais-je, un capitaliste va voir ce jeune-là, peut-être sa marchandise peut l'intéresser et puis il va reproduire la chose et puis le vendre sur le marché africain. Mais vous ne faites pas ça. Matin, soir, c'est politique. Matin, soir, télévision, radio, politique, même chose. Vous avez parlé des présidents là. Qu'est-ce qu'ils font pour nous? Rien. Ok, il y a des agriculteurs qui sont là. Vous allez les appeler pour parler comment ils vont développer leurs agricultures. Vous ne parlez pas de ça. C'est politique toujours. Vous voyez, si on n'a pas parlé de bio, on va parler de choses.
ainsi de suite. Et ils sont en train de travailler, c'est bien. Mais il faut que ceux qui sont là, qui sont en bas là, qui sont en train de faire des bonnes choses là, appelez-les sur les plateaux. C'est pas toujours il faut appeler, comment dirais-je, des politiciens sur le plateau pour en discuter. Parce que nous, aujourd'hui, on veut voir les jeunes, parce que quand on voit les jeunes qui font des trucs, ils sont obligés de passer sur des petites pages, des choses de Internet. Si tu as la chance, et puis tu vois. Mais il y a plein de radios et télévisions qui ont poussé aujourd'hui en Afrique partout. Et même certaines télévisions même sont sur satellite, certains sont sur le web. Mais alors, vous êtes là pour parler politique matin soir. Pourquoi? Mettez un peu de programme dans de l'agriculture et des petits inventeurs, hein, des créateurs qui sont tapis à l'ombre qu'on ne voit pas. Exposez-les au moins. Parce que quand je vous regarde sur la télévision, je vous ai vu. Après là, vous avez parti sur la télévision pour encore faire un autre débat là-bas. Donc, si vous appelez ces jeunes-là qui vont venir parler de leurs projets, de leur créativité, alors ça peut intéresser aussi les autres à faire quelque chose. C'est en regardant l'autre qui copie l'autre. C'est comme ça les Chinois, les Asiatiques qui ont copié les Européens aujourd'hui. Les Européens ne peuvent plus les rattraper. Mais nous, on est là toujours en train de faire l'apologie des politiciens qui ne font rien pour les Africains. C'est ça, moi, je voulais dire tout simplement. Parce que je ne suis pas là aujourd'hui pour mercredi, là, je ne veux pas parler politique. C'est ça que moi, je veux que vous mettez dans vos programmes. Ces deux trucs-là, comment dirais-je, l'agriculture et comment dirais-je, les jeunes entrepreneurs qui entreprennent présentement, ils sont en train de faire des bonnes choses, qui sont tapés à l'homme et qu'on ne voit pas. Comme ça, il y aura des gens, c'est comme les jeunes footballeurs aujourd'hui qui jouent en Afrique là-bas. Vous les exposez. Et puis, il y a des choses, des acheteurs, il y a des équipes qui viennent les voir, et comment des dirigeants des équipes qui viennent les voir. Et ils vont acheter ces jeunes-là pour venir jouer dans leur club. C'est la même chose aussi. Pourquoi vous ne faites pas ça? C'est ça la vérité. Parce que l'Africain, toujours, il est focalisé sur quelque chose. C'est-à-dire que pour lui, c'est qu'on est en train de parler de l'agriculture ou d'autres choses. Ça ne les intéresse pas. Il faut parler toujours de politiciens pour qu'on avance. Non, ce sont des bombes à retardement, nos politiciens. Ça, c'est la moindre des choses. Il faut qu'on se dise la vérité. Et je m'arrête là. Merci de m'avoir laissé quelque temps de répéter ce que j'ai dit ce matin. Peut-être le jour que je vais voir encore le directeur fondateur de ce foyer, je vais lui proposer aussi mes idées. Merci. Merci à vous, Zerfel. Merci pour toutes vos bonnes idées. D'ailleurs, le combat, vous le savez, nous ne pouvons pas le mener tout seul. C'est pourquoi nous avons institué cette journée du mercredi pour recevoir notamment des retours de vous. Et croyez-moi, c'est toujours agréable de savoir que vous suivez de très près ce que nous faisons au quotidien, ce combat que nous menons ensemble. Soyez rassurés, toutes vos suggestions, toutes vos remarques seront forcément prises en considération. Merci à vous, Zerfel. Monsieur Diallo, vous êtes également au standard. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Guéné. Bonsoir à vous, monsieur Diallo. Bienvenue sur Sorio Média Africain. Pour votre patience. Monsieur Guéné, vous êtes vraiment patient. Alors, monsieur Diallo, est-il prêt ou pas? Je félicite beaucoup monsieur Bassoum. Il faut qu'on avance. Je voudrais que monsieur Bassoum quitte l'Europe et venir montrer ses différences aussi en Afrique. C'est très important. C'est très important ce qu'il a dit, c'est une réalité. Les Chinois ont tout copié et ils sont allés réaliser. Monsieur Bokoum, ce que vous avez appris, venez montrer aux Africains. C'est très important ce que vous avez dit. Ce que Foriou est en train de faire, M. Bassoum, c'est extraordinaire. On ne peut pas tout faire uniquement. On fait petit à petit. Le plus important aujourd'hui, c'est d'ouvrir les yeux des Africains. M. Bassoum, c'est ce que Foriou est en train de faire. Hier, nous, au Mali, quand France Inter parlait, on dit non, c'est France Inter qui a dit. Même si c'était un ange qui parlait, on refuse. Grâce à Foriou, aujourd'hui, les Africains sont éclairés. Pour cela, aujourd'hui, ce matin, j'ai parlé du Bénin
On m'a mal compris. Et la personne pensait que moi, j'ai dit que j'étais bon, prêt pour le coup d'État. J'ai dit qu'il n'y a jamais eu de coup d'État au Bénin. La preuve est que personne n'a été arrêté au Bénin. Ils sont tous au Togo. C'était une fourberie, c'est ce que j'ai dit. Monsieur Diallo, 30 militaires sont actuellement écroués, bien que le lieutenant-colonel Pascal Tigris soit toujours en fuite. Plusieurs militaires ont été arrêtés dans le cadre justement de l'enquête relative à cette tentative de déstabilisation. J'ai des informations aussi. Monsieur Guéné, j'ai des informations. Allez-y, nous vous écoutons. Monsieur Guéné, je fais partie d'une organisation que vous ne connaissez pas. C'est très important. Ce que je vous dis, c'est la réalité. Mais vous allez voir après, je te le jure, monsieur Guéné, vous allez voir. Monsieur Guéné, vous ne savez pas, vous sous-estimez votre valeur. Vraiment, vous êtes en train de vous sous-estimer. Ce qui s'est passé, en fait, la réalité est qu'il ne devrait pas y avoir de coup d'État. C'était une manière pour que la France amène leurs mercenaires. Mais après, le monsieur a refusé. C'est la raison pour laquelle il y a eu ce coup-là. Monsieur Guéné, notre organisation aussi est très puissante. Mais vous allez voir après, monsieur Guéné. Mais c'est déjà bon. Vous êtes en train d'éveiller les Africains. C'est déjà bon. Donc, monsieur Guéné, je vous encourage et nous souhaitons une très longue vie à vous et à votre chaîne. Vive For You Media. Vive votre chaîne. Merci, monsieur Guéné. Monsieur Diallo, merci à vous depuis Bamako, au Mali. Merci pour votre contribution ce soir sur votre média panafricain. Nous allons d'ailleurs rester au standard et prendre le prochain appelant. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir et bienvenue. Allô. Oui, bonsoir monsieur. On vous appelle comment? C'est Maïga Boubacar d'Ori, Burkina Faso. Bonsoir à vous, monsieur Maïga Boubacar. Bienvenue. Bonsoir à M. Nguéné, bonsoir à toute l'équipe de For You Media et merci pour le travail que vous faites. Mon intervention aujourd'hui porte, je fais une petite approche de réponse à ce que Zertel a intervenu, sans quoi l'équipe, la chaîne For You et ne fait pas des trucs techniques et autres. J'aimerais dire à M. Zertel qu'en réalité, chaque chaîne de télévision, chaque journal, chaque organe de presse a sa ligne éditoriale, a sa ligne. Donc, si la ligne de For You Media est une ligne politique, et moi je suis très d'accord avec le caractère de la ligne politique en ce sens que je vais paraphraser un leader africain qui disait qu'un militaire, un citoyen, sans formation politique et idéologique est un criminel en puissance. Voilà. Et par ricochet, s'il n'a pas cette formation, il ne peut pas produire parce qu'il n'a pas de conviction. Ah ouais. Il faut être convaincu pour produire. Oui, et innover et créer. Que ça servira à quoi? Dans ce cas, il faut une base politique et idéologique. Et c'est ce que For You Media donne. Voilà ce que je voulais dire. Merci bien. Merci à For You Media. C'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Monsieur Maïga Boubacar d'Ori, Burkina Faso, merci à vous d'être passé. Merci d'avoir réagi ce soir sur votre média panafricain. Vous savez, on prend toutes les réactions que nous pouvons prendre. C'est vrai qu'on ne peut pas toujours contenter tout le monde, mais on fera l'effort ce soir de prendre le maximum d'appelants possible. Allô, bonsoir, bienvenue. Ok, bonsoir Monsieur Nguéné, c'est Eric, je vous appelle depuis la diaspora. Et j'aimerais vous remercier pour tout ce que vous faites pour le continent. Et moi, j'aimerais appuyer quelques points. Bon, c'est vrai, ce que M. Zeffer vient de dire, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas tout le temps parler de la politique. Moi, j'ai suggéré à un moment donné que la diaspora aussi, nous sommes comme une arme qu'on peut utiliser aussi la diaspora. Moi, j'ai toujours dit que pour construire et créer des débats pour déconstruire l'Europe, ça c'est très important. Eux, ils le font ici, M. Nguéné. Sur les chaînes tout le temps, l'Afrique est pauvre, il parle de l'immigration.
Donc, il faudrait que nous-mêmes, il faudrait qu'on fasse la même chose. On peut pas rester là chaque fois en pensant que si on doit parler tout le temps de la politique, faudrait que parfois on organise ce genre de choses. Et moi, ce que j'aimerais aussi ajouter, c'est que ici en Europe, on dit tout le temps que l'Afrique est pauvre, mais ce qui est étonnant, qu'on a tout le monde sur le continent. On a tout le monde et en fin de compte, il y a tellement d'ingérence. Et moi, je vais dire à toute la population, il faudrait que nous prenions nos responsabilités. Et en écoutant M. Diallo qui vient de parler, si vraiment au Bénin, il n'y a pas coup d'État, en l'écoutant, si vraiment que c'est pas moi je vais appeler ça une révolution, si c'était pas vraiment une révolution et qu'il y a des gens, il y a des pour rester au pouvoir. Donc, moi, ma peine, c'est que en écoutant que la France aussi a participé et que officiellement il a dit qu'il a donné des ordres à la CEDEAO passant par le Nigeria, c'est ça qui est un peu triste. Mais aussi il y a des choses que nous, en tant que population, on peut pas faire. Il y a des décisions qui sont politiques et c'est les politiciens et les politiques qui doivent prendre leurs responsabilités. Et aussi, je veux dire à tous les Africains que normalement, actuellement, on parle de la souveraineté. D'étudier les anciens livres qui nous ont été inculqués durant la colonisation. Donc moi, je dis toujours, actuellement, on forme des France-Africains. Vous allez dans les universités, vous allez dans les écoles, c'est les mêmes livres. Donc, il faut... Parce que pour créer une société, la base, c'est des ingénieurs, c'est pas des politiciens, tout ça là, basé sur la structure que le colon nous a laissée. Moi, je crois pas qu'on va pouvoir sortir. Hein. Donc, il faudrait qu'on arrive à chercher une structure qui est... J'espère que ce que l'AEF fait peut nous aider à avoir une structure qui est basée sur les réalités africaines. C'est ce que moi je veux dire. Donc, je vous remercie pour ce que vous faites. Et il serait temps aussi que tout ne doit pas être politique. Aussi la population, il y a des gens qui peuvent apporter leurs apports, leurs connaissances. Donc, si à des moments donnés, vous pouvez faire des émissions basées sur basées sur la diaspora, ce serait génial. Comme ça, on peut éviter l'immigration. Nous, on peut compter notre expérience en Europe parce que c'est très important. Si on veut pas que nos jeunes sortent du continent, il faudrait qu'on utilise aussi la diaspora. On peut compter notre expérience ici. Merci. Merci à vous, Eric. Merci pour votre contribution. Vous le savez, l'expertise de la diaspora est toujours sollicitée. Nous sommes disposés, bien évidemment, à travailler à vos côtés. Ça sera d'ailleurs un honneur de pouvoir travailler ensemble et faire avancer, bien évidemment, le combat que nous menons tous. Nous restons au standard et nous prenons le prochain appelant. Allô, bonsoir. Allô, est-ce que vous nous recevez? Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, oui. C'est Daniel qui vous appelle depuis Maroc, Cameroun. Merci. Pour moi, je vous dire. Donc, je voulais vous dire pour ma part, après, Forum Média doit rester pour le moment là, panafricain, panafricain va rester pour la politique. Comprenez un peu. Le moment viendra, donc on va disposer le moyen pour vous en parler. On va disposer le type de culture, vous parlez là où bien de l'agriculture et tout. Pour le moment, Forum Média est resté en Afrique. Son concept est là pour politique. Il y a des chaînes médias qui sont là pour combattre politiquement. Comprenez un peu. C'est là qui sont là qui nous combattent politiquement avec les chaînes médias. Vous ne les reposez pas. Forum Média, il va rester pour le moment. Bon, le moment viendra. Mais pour le moment, là, Forum Média ça va rester uniquement un concept pour les panafricains et politiquement pour combattre pour les politiques camerounais et africains. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Je vous remercie. C'est nous que vous disons merci pour vos réactions. Je vous suggère qu'on essaie d'avancer sur les thématiques, sur les sujets qui nous feront vraiment avancer ce soir dans le débat.
ce chapitre-là, on va le refermer tout simplement et essayer de nous prononcer justement sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité africaine et même internationale, avec le concours notamment du prochain appelant qui est déjà calé au standard. Allô, bonsoir. Alors, puisque vous parlez justement des thématiques qui font avancer le continent, prenons la direction du Burkina Faso, avec notamment ce méga projet de construction de l'autoroute qui a été lancé il y a quelques heures seulement par le capitaine Ibrahim Traoré. Vous voyez qu'on ne se focalise pas exclusivement sur le volet politique, il y a également d'autres projets qui sont menés. Bien que très peu connu, mais ça se passe tout de même sur le terrain, on avance de façon générale. Nous revenons donc sur cette autoroute en question qui va venir résoudre pas mal de problèmes du côté du Burkina Faso. Faisons le point avec Fod Noira dans ce reportage. Yimdi, à 20 km de la capitale, c'est ici que le futur du réseau routier burkinabé prend racine. Sous le soleil de décembre, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, donne le coup d'envoi officiel d'une infrastructure sans précédent, l'autoroute Ouagadougou. Le tracé est ambitieux. Sur 332 km, cette artère vitale contournera les zones saturées, passera au sud de Koudougou et au nord de Boromo pour relier les deux poumons économiques du pays. Sa particularité, une configuration en 4 fois 2 voies séparée par un terre-plein central, conçu pour une vitesse de pointe de 140 km/h en rase campagne. Le lancement de cette autoroute de 4 x 2 est un projet très ambitieux et ce ne sera pas ça seulement. On veut rejoindre tous les chefs-lieux de région par des autoroutes. Donc ce qui a fait que le projet Yako-Koudougou, qu'on voulait lancer cette année même, je les ai dit donc de patienter et transformer ça en une autoroute de 2 x 2. Donc c'est une vision qu'on a en termes d'infrastructure routière. Ça ne va pas piétiner, dès que c'est lancé, c'est parti. Donc si la nuit ne tombe pas, dans quelques instants, ils vont poursuivre avec les machines et ça sera 24 sur 24. Je les ai dit, il n'y a pas de délai, je veux qu'il soit le plus rapide possible parce qu'on doit aller à un rythme infernal. Pour garantir fluidité et sécurité, le projet ne lésine pas sur les moyens techniques. 9 échangeurs à 2 niveaux, 28 passages supérieurs et des dizaines d'ouvrages d'art pour franchir les obstacles naturels. Un défi logistique que le gouvernement a décidé de relever seul. C'est le point d'orgue de cette annonce. Le financement est intégralement assuré par les ressources propres de l'État, pas des dettes extérieures, mais un effort national massif. Dès 2026, au moins 200 milliards de francs CFA seront injectés pour maintenir la cadence. Au-delà du bitume, c'est une vision souveraine que défend le capitaine Traoré. En appelant les populations riveraines à soutenir le projet, le chef de l'État entend faire de cette autoroute le symbole de Burkina Faso qui construit son propre destin, 1 kilomètre à la fois. Voilà donc pour on pouvait dire, notamment sur ce chantier qualifié de chantier du siècle du côté du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré qui a donc posé à Yimdi la première pierre de l'autoroute reliant Ouagadougou à Bobo-Dioulasso, un projet pharaonique de 332 km entièrement financé notamment sur fonds propres qui promet de transformer le pays en un véritable pôle d'excellence routière en Afrique de l'Ouest. 8 voies, des échangeurs modernes et un rythme de travaux qualifié d'infernal notamment par le chef de l'État. Nous allons donc braquer nos projecteurs sur ce projet avant de prendre le prochain que nous prenons d'ailleurs à l'instant. Allô, bonsoir. Merci. Bonsoir monsieur, on vous appelle comment? Je vous salue monsieur Nguene, bonsoir. Et moi c'est Koudou, j'appelle des États-Unis. J'ai plus aujourd'hui une suggestion à faire puisque votre télévision For You TV est là pour nous enseigner et pour nous éclairer. Et donc, je rappelle parce que nous avons des auditeurs qui appellent et qui racontent beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Je prends l'exemple de
sur le cas de la Côte d'Ivoire. Un jour, il y a un monsieur qui appelait, qui disait que ouais, la démocratie, c'est lorsque même il y a deux personnes qui vont voter ou bien poser leur bulletin de vote dans les urnes, c'est ça la démocratie. Et pourtant, la démocratie, il y a un seuil de participation. Si ce seuil n'est pas atteint, alors il n'y a pas eu de vote. Donc moi, je suggérerais que vous ayez des experts sur votre plateau qui vont nous enseigner, qui vont nous éclairer. Comme ça nous évitera de dire des bêtises. Ça, c'est ma plus grande suggestion, je ferai. Cela sera valable pour nous tous. Et puis, je voulais aussi dire un mot sur ce qui s'est passé au Bénin et au Burkina, l'avion militaire nigérien qui a été forcé de se poser au Burkina. Voyez-vous, je crois que nous, les peuples, les populations doivent mûrir le plus tôt possible, le plus vite possible de nos jours, puisque nous ne pouvons pas compter sur nos dirigeants. Certains de nos dirigeants, pas tous, mais certains de nos dirigeants. Et je vais les nommer nommément Patrice Talon, Alassane Ouattara. Ce sont les plus grands, les deux exemples les plus flagrants. Complètement vassalisés, vendus aux intérêts impérialistes. Alors donc, nous, les populations, si nous nous organisons, et pourquoi ne pas, nous avons une puissance de force. Pour moi, simplement, si nous boycottons les produits, les compagnies, les entreprises françaises d'abord et peut-être de façon générale occidentale. Nous avons une force énorme qui ne peut pas opposer ou confronter. Voilà, puisque nous n'allons plus aller dans les rues pour se faire fusiller et tuer, assassiner. Notre force qui reste, c'est boycotter ces produits-là, faire tomber l'économie même de nos pays du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Et la population, si elle est consciente et si elle est forte, elle a confiance en elle, peut le faire. Donc voilà, je voulais encore une fois vous remercier et aussi remercier le Cameroun, qui est, je le répète, le centre de panafricanisme contemporain. Donc merci énormément et bonne soirée à vous. Au revoir. C'est nous qui vous disons merci, Monsieur Koudou, merci, bonne soirée également à vous. Sans transition, Monsieur Peter est avec nous également au standard. Bonsoir et bienvenue. Merci, Call Center. Je vais donner mon petit point de vue sur vos thématiques. Déjà, pour parler du problème du Bénin, ça en fait, comment on appelle ça, une forme de proxy-procès. Je peux dire ça comme ça. Parce que ici, en France, ils ont dit, selon les échos que j'ai eus, que Paris a donné des instructions à M. Talon de faire en sorte que ça serve de leçon à tous ceux qui tenteraient quoi que ce soit pour déstabiliser ces points phares. Et vous vous rappelez, je vous ai dit que ils n'ont pas caché de dire que le Bénin est un point stratégique et existentiel pour la présence de la France, tout proche du Sahel, c'est-à-dire tout proche de l'AES. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas lésigné les moyens pour déployer des commandos et des forces spéciales pour faire avorter cette tentative de renversement du pouvoir de Talon. Mais quelque part, je pense que les Africains doivent retenir, comme l'a dit mon prédécesseur tout à l'heure, nous devons retenir deux choses. Il y a certains qui sont prêts à se libérer définitivement du colonialisme, je peux dire ça comme ça, et d'autres qui se contentent et qui se plaisent dans le service de maison, comme on dit, l'esclave de maison. Ça fait mal, mais qu'est-ce qu'on peut? On espère qu'un jour, le peuple béninois va prendre conscience qu'il est complètement engloué dans cette espèce de France-Afrique qui a été imposée à ce peuple. Et ça, ils vont le payer très cher. Peut-être qu'ils ne le voient pas aujourd'hui, mais bientôt, ils vont le comprendre. Si vraiment il y a une sorte d'éveil de conscience en eux-mêmes, c'est pas nous qui allons éveiller la conscience, parce que c'est quand tu prends conscience de ta malaisance
Et c'est en ce moment que tu commences à te révolter. Mais je vois que ils sont à l'image même des Français et des Européens en général, parce que malgré toutes ces maltraitances que le gouvernement de M. Macron fait au peuple français, ces silences radio, ils sont incapables de se révolter par rapport aux surtaxes qu'on leur impose, aux factures d'énergie qui augmentent. Et maintenant, c'est l'enrôlement pour aller faire la guerre à M. Poutine. Silence radio, ils sont là mieux parce que comme lobotomisés. J'ai l'impression même qu'une force naturelle qui habite ces dirigeants agit sur les populations et c'est dommage. Bon, je vais pas m'atteler là-dessus parce que ce qui est très important pour moi, c'est ce que M. Ibrahim Traoré est en train de faire. M. Nguéné, voici un pays qu'on a traité de pays pauvre, qu'on a traité de énième pays parmi les pays du monde, qu'on a traité de tous les noms des espèces animales d'oiseaux qui existent dans le ciel. Mais aujourd'hui, est en train de faire ce que son voisin du Sud ne peut même pas faire, parce que lui, il est obligé même pour avoir son budget d'aller sur les plateformes du Club de Paris pour préparer son budget 2025-2026. Ça doit donner vraiment à réfléchir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous avez un peuple assez résilient comme le peuple burkinabé, qui s'est dit en lui-même, je n'ai aucun appui avec mes voisins, en parlant de la CEDEAO, je n'ai aucun appui avec les financiers en parlant du Club de Paris. Je vais compter sur la détermination de mon peuple. Et c'est cet exemple qui est donné à tout Africain. Et je suis convaincu qu'il a dû prendre le modèle sur la Russie. Voyez ce qui s'est passé en 2014, lors des premières sanctions à cause de la prise de Crimée. Ben, les Russes ont commencé la résilience. Ils ont cessé de dépendre des importations, des biens de consommation, fromage, vin, etc. Et même les légumes, puisque c'est la Hollande qui leur fournissait des tomates. Alors, ils ont retroussé les manches et ils ont commencé à eux-mêmes produire. Ils ont produit, ça fait que les supermarchés sont remplis de produits Russia. Vous avez le fromage Russia, vous avez le Russia Rhine, tout ça. Et tout ça parce que ils se sont dit que puisque nous sommes sous sanction, nous allons retrousser les manches. Nous ne sommes pas bêtes, nous avons l'intelligence. Nous allons nous mettre au travail. Et c'est ce que le Burkina Faso a fait. Le peuple s'est levé, le peuple a dit que nous sommes prêts, même à qu'on prenne même 6% de notre salaire. Même la population la plus démunie dit que je peux même apporter ma contribution, même de 100 francs CFA, parce que je veux voir mon pays s'ériger. Et c'est ça qu'on attend des Africains. Malheureusement, il y a encore certains présidents qui sont toujours au Club de Paris, en train d'endetter le pays, et encore un endettement qui ne profite même pas au peuple, s'il vous plaît, mais qui profite à qui? À ceux-là même qui sont ce qu'on appelle les facilitateurs auprès de ces plateformes, qui en tirent un profit. Alors qu'au Burkina, c'est le peuple même qui s'est autofinancé. Vous comprenez? Le peuple a mis la main à la pâte. Et sur tous les pays africains le font, je vous assure que les institutions de Bretton Woods qui font le petit chantage ça et là, parce que quand vous voyez, je vais terminer par là, quand vous voyez un peu comment le dollar, qui était une monnaie d'échange sécurisante à l'époque, parce que on disait que les États-Unis sont un pays fiable, est devenu aujourd'hui une monnaie de chantage. Si tu ne fais pas la politique des globalistes, eh bien, on te tape dessus. Et c'est ça, c'est cette lutte-là, cette lutte que Thomas Sankara avait commencé en 1984. C'est cette même lutte-là que M. Ibrahim Traoré est en train de rénover. Donc, c'est un message que les Africains prennent conscience. L'AES, comme je dis, c'est le modèle, le chantillon de l'Afrique debout. Et il faut que les gens, que ce soit les francophones, les lusophones de l'Afrique ou même les arabophones, puissent se dire que on peut nous aussi s'autogérer sans avoir besoin des appuis extérieurs. Je m'arrête ici, je vous dis merci beaucoup et très bonne soirée. Bye. Très bonne soirée. Également à vous, Monsieur Peter, depuis l'Écosse. Nous allons avancer et prendre le prochain, j'imagine bien, du côté de la Côte d'Ivoire. Bonsoir et bienvenue. Allô? Oui, bonsoir monsieur. On vous appelle comment?
Oui, c'est Charles depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir à vous, Charles. Charles depuis la Côte d'Ivoire. Voilà. Bon, j'aimerais parler un peu de la situation en Afrique. Vous voyez, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, la CEDEAO sait qu'il y a du terrorisme en Afrique. Pour former une armée contre le terrorisme. Vous voyez, c'est dommage. Oh, l'AIS est encore en avant, hein. L'AIS a déjà son armée contre le terrorisme. Et grâce à Dieu, nous allons prier Dieu pour que cette armée-là puisse aller de l'avant et neutraliser tout ce qui est terrorisme dans le Sahel. Voilà. Et j'aimerais encore féliciter le président Ibrahim Traoré pour son travail qu'il fait. Vous voyez, aujourd'hui, ce combat, on a dedans, il y a plein qui ne comprennent rien, c'est ce qui fait mal. Vous voyez, comme un pays comme la Côte d'Ivoire où on est premier producteur de cacao et on est obligé de tout le temps aller s'endetter, venir faire des travaux, venir faire des ponts, des goudrons, des hôpitaux même qui sont encore chers, où on ne peut pas se soigner. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, nous sommes dans un système d'arnaque. Malgré tous ces dettes qu'ils prennent là. Vous voyez, actuellement, pour recharger le canal plus en Côte d'Ivoire, il faut mettre 200 francs. Ces 200 là, on ne sait pas c'est pour qui. Nous sommes dans un système d'arnaque. À l'hôpital, on ne peut pas se soigner. Ils ont fait sortir les 4 CMU où on recharge 1000 francs par mois. C'est un système d'arnaque. Quand tu arrives, ça ne passe pas. À l'école aussi, chaque année, les parents payent. C'est-à-dire, chaque année, à ses livres dans des établissements. Et il y a des établissements même qui n'utilisent pas les mêmes livres en Côte d'Ivoire. Voilà les gens qui sont venus casser, c'est-à-dire affaiblir notre éducation pour pouvoir diriger pendant longtemps. Hein? Bon, après ça, je vais parler du Nigeria. Vous voyez, le Nigeria, il y a plusieurs années où les gens enlèvent tout le temps les filles élèves, les filles lycéennes. Mais pourquoi le Nigeria n'a pas de matériel pour pouvoir pour fouiller dans des forêts pour libérer ces filles-là? Hein? Or, pour aller libérer, d'après eux, aller mettre l'ordre constitutionnel au Bénin, on envoie un avion militaire pour aller sauver la vie de Taron. J'aimerais dire à l'AIS de ne pas laisser cet avion partir, de bloquer cet avion. Cet avion appartient à l'AIS désormais. Voilà, félicitations à l'AIS. Félicitations à For You Media. Grâce à vous, on s'informe beaucoup et vous allez beaucoup réveiller les Ivoiriens, les Africains, parce que parmi nous, quand tu vois, il y a certains qui appellent, tu vois que vraiment on nous a beaucoup fait endormir et il faut qu'on se réveille. For You Media, bravo à vous, bravo à l'AIS et le combat continue. Voilà, je vous remercie et bonne émission. Ah Charles, c'est nous qui vous disons merci depuis la Côte d'Ivoire. Merci pour votre contribution. Nous allons prendre M. Haïs, qui est également calé au niveau du standard. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Ok, vous m'entendez? Oui, parfaitement, M. Haïs. Allez-y. Ok. Bonsoir à tout le monde, bonsoir aux auditeurs. Et j'appelle un petit peu, comme d'habitude, pour réagir à ceux qui ont appelé, et surtout à monsieur Koudou, qui a appelé, qui a dit que monsieur Talon et monsieur Ouattara étaient des vendus. Et moi, je lui réponds que j'aimerais qu'à sa prochaine intervention, qu'il nous dise ce qu'on appelle vendu, parce que je ne vois pas, je ne comprends pas bien, en fait. Si travailler pour son pays, c'est être vendu, moi, je préfère que Ouattara soit vendu, parce que en étant vendu, ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire, je me demande comment Gbagbo qui était là avant, comment on pouvait l'appeler? Comment on pouvait l'appeler en fait? Parce que grâce à Ouattara, on est passé de 33% des taux d'électricité à plus de 90%. Bientôt, nous serons le premier pays subsaharien à avoir 100% des taux d'électricité en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ça Ouattara. Donc, je vais dire, tout pays souverain choisit ses partenaires comme il veut, selon ses intérêts et selon ses besoins. Voilà. Ouattara n'a empêché personne d'être partenaire avec qui il veut. En Côte d'Ivoire, on est partenaire avec la Chine, on est partenaire avec tout le monde, les Américains, avec tout le monde. L'armée chinoise a défilé la dernière fois en Côte d'Ivoire. La Chine est le premier partenaire commercial de la Côte d'Ivoire actuellement.
Voilà. Nous, on n'a pas de complexe, en fait. On traite avec qui a intérêt et qui travaille avec nous pour le développement de notre pays. Voilà. Et la preuve, tous les ressortissants, comme j'ai dit au matin, tous les ressortissants de l'Afrique de l'Ouest sont en Côte d'Ivoire. Ils sont la Côte d'Ivoire est le pays qui accueille le plus de ressortissants étrangers sur son territoire. Mais pourquoi ça? Je me demande tout ça, pourquoi? Comment ça se fait? En Côte d'Ivoire, d'après celui qui vient d'appeler là, où il n'y a rien, où il y a un système d'arnaque, mais comme par hasard, tous les Maliens, tous les Burkinabés, tous les Nigériens, ils se retrouvent en Côte d'Ivoire à vivre leur meilleure vie. C'est parce que c'est des gens qui sont dans la manipulation, c'est tout simplement. Mais qu'ils nous disent, ils vivaient comment avant? Mais pourquoi ils quittent pas la Côte d'Ivoire pour aller dans leur pays? Mais pourquoi ils restent? C'est parce que la Côte d'Ivoire maintient sa place des plateformes économiques et de développement de la sous-région. Et l'autre qui dit qu'en Côte d'Ivoire, la CMU ne fonctionne pas. Mais il faut lui demander, la CMU, quand la CMU n'était pas là, il y avait quoi? Donc on se plaint ici, quand on voit les infrastructures, non, ça ne profite pas aux gens. Et quand on fait des infrastructures, c'est bien. Mais les infrastructures, il faut que ça existe, que ça soit fait crédit, que ça soit fait sous fonds propres. Mais il faut que ça existe parce que ça permet, c'est la base du développement. Pour que la nourriture passe, pour arriver d'une région à une autre, mais il faut que ça passe quelque part. Maintenant, si les gens ne comprennent pas, en fait. Le problème, c'est ça. Il faut être anti-français, il faut être contre la France pour être vrai africain, ou pour bien travailler. Mais comme ils disent, les universités, on a fait 3 universités depuis 1960. Grâce à Ouattara, on aura bientôt 10. Les écoles, chaque chef-lieu de département a son hôpital. Et 70% des Ivoiriens habitent à 5 km, à moins de 5 km d'un centre de santé. Ça, c'est sous Ouattara. Mais avant, il y avait quoi? Laurent Gbagbo, il allait soigner ses dents au Maroc. Ses dents, il allait les soigner au Maroc. Des simples dents, il allait les soigner au Maroc. Qui s'arrête un peu chaque fois de venir système d'arnaque. Système d'arnaque de quoi? On est passé de 36 000, des SMIC à 15. Aujourd'hui, les fonctionnaires ivoiriens sont parmi les mieux payés de la sous-région. Qui vient nous dire qu'il y avait ça avant, il n'y avait pas avant? Je peux comprendre, c'est tout ce que j'ai dit en fait. 0 plus 1, c'est 1. On n'a pas dit que tout est parfait sur Ouattara, mais il travaille pour les Ivoiriens. Tout ce qu'il fait, c'est pour les Ivoiriens. Voilà. Et je veux dire, l'autoroute des hôpitaux, là, c'est pas les Français qui vont se soigner là, hein. C'est pas, et je veux dire, on ne prête pas à n'importe qui non plus. Les prêts, là, c'est fait avec des taux d'intérêt. C'est fait avec des garanties. On ne prête pas à n'importe qui, sinon tout le monde va aller emprunter. Voilà. Et la dette, il faut savoir gérer la dette aussi. Donc, moi, je préfère un Ouattara qu'un Gbagbo qui prenait l'argent des Ivoiriens pour aller donner à Jacques Chirac pour financer l'élection de Jacques Chirac. Qu'est-ce que Gbagbo a apporté à la Côte d'Ivoire que Ouattara n'a pas fait? Oui, que vous dites, c'est ça mon problème en fait. Hein. Qu'on ne vienne pas mentir. Et Ouattara n'est pas là pour gouverner la Côte d'Ivoire pour faire plaisir aux putschistes. Non, il n'est pas là pour ça. Il a été élu par les Ivoiriens. C'était une élection disputée, mais c'était une élection. Voilà. Et il n'est pas là parce que Ouattara ne plaît pas aux voisins, ça y est, non. Il est là pour les Ivoiriens. Il assure la sécurité et grâce à lui, les réfugiés des pays qui sont en conflit, qui sont instables, viennent en Côte d'Ivoire. Et il a fait voter un budget pour construire des logements pour les réfugiés. Et comme par hasard, il n'en parle pas. Ouattara est le seul qui a donné 2 milliards d'armements gratuitement au Burkina pour se défendre contre le terrorisme. Ça, ils ne le disent pas. Ça, c'est pas un Africain. Chez lui, malgré tout ce qu'on dit sur Ouattara, les étrangers du Burkina, du Mali, ils sont en Côte d'Ivoire, personne ne les touche. Mais devinez quoi? Quand Gbagbo était au pouvoir, si ce qui se passe sous Ouattara aujourd'hui était sous Gbagbo, mais demandez aux gens du Burkina, du Mali, quand ils étaient en Côte d'Ivoire, quand il y avait un problème entre les dirigeants des deux pays, est-ce que les ressortissants vivaient en Côte d'Ivoire? S'ils sont véridiques, ils vont vous dire ce qui s'est passé. Ouattara n'a pas besoin de chanter, de faire. Non, il a une ligne de conduite. Il n'a pas dit à quelqu'un, je viens pour
combattre non, il a dit la dernière fois, nous sommes amis de tous, ennemis de personne. Ennemis de personne. Et depuis qu'il est là, son pays est en sécurité. Et le ministre des Affaires étrangères balien a dit la dernière fois que s'il faut qu'il s'allie au diable pour défendre son pays, il va le faire. Mais maintenant, pourquoi nous, on ne s'allie même pas au diable, hein? On s'allie à des gens qui participent avec nous au développement de notre pays et ça nous fait mal. C'est ce que je ne comprends pas. Et puis ils sont tous chez nous, mais ils veulent créer le chaos chez nous. Ils veulent pas le concours de la réalisation, on va prendre le prochain appelant. Donc, merci. Merci. Pour votre intervention sur votre média panafricain. Merci. On va prendre un autre appelant rapidement, puisque là, nous avons ces contraintes de temps qui nous sont d'ailleurs imposées. On va essayer d'avancer un peu plus vite avec le prochain qui appelle de la Côte d'Ivoire. Bonsoir et bienvenue. Allô? Oui, bonsoir monsieur, bienvenue à vous. On vous appelle comment? Je suis monsieur Kwame. Bonsoir à vous, monsieur Kwame. Bienvenue sur For You Media Africa. Merci beaucoup. En fait, je voulais juste rebondir sur l'intervention de celui qui est passé avant moi. Il faut dire que, au fait, au niveau de la Côte d'Ivoire, Gbagbo, qui est-ce qu'ils ont laissé Gbagbo travailler? Il y a eu juste la rébellion. Et la rébellion a permis à Gbagbo de ne pas travailler. Voilà. Donc, celui qui est en train de parler, est-ce qu'aujourd'hui, sous Ouattara, il y a une rébellion? Et donc, quand on dit des choses comme si Ouattara avait les mains propres et puis tout ça, Ouattara est venu, il a envoyé la rébellion en Côte d'Ivoire, il a tué 3000 personnes. Et là, on ne parle pas de ça, on parle des routes qu'il a fait. Mais la vie de l'homme est mieux que ces routes-là. Nous sommes africains. Lui qui parle là, est-ce qu'il a perdu des gens? Il a perdu ses enfants, il a perdu ses parents. Non. Il y a des attitudes qu'on ne doit pas tenir. Il y a des propos qu'on ne tient pas. Sous Gbagbo, attends, toi-même, tu es dans ta maison, tu as des fusils sur ta tête, est-ce que tu peux travailler? Non, pas du tout. Et c'est ce qui arrive à Gbagbo. Donc, il ne faudrait pas comparer Gbagbo à Ouattara. Ouattara est venu sous la poupole de la France. Et donc, sous la poupole de la France, ce que Ouattara fait est dicté par la France. Voilà. Quand aujourd'hui Ouattara prenne la décision de dire que moi, je ne travaille plus avec la France, et vous verrez. Vous verrez. Si Ouattara prend la décision de dire que je ne travaille pas, je me soumets pas à la France, vous verrez. Qu'ils disent aujourd'hui que je vais travailler avec la Russie, vous verrez. Tous les sales dossiers vont sortir tout de suite. Alors, mais qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il ne fait que mettre des gens en prison, séquestrer des gens, et puis on dit bon, il travaille. Mais c'est ça l'Africain. Non, que ce monsieur-là, moi je pense que c'est pas quelqu'un qui connaît la Côte d'Ivoire qui est en train de parler. Il est juste venu parce qu'il mange. Donc merci beaucoup et merci à For You Media. Portez-vous bien. Monsieur Kwame, depuis la Côte d'Ivoire, merci à vous, merci pour votre contribution ce soir. Nous en avons encore pour très peu de temps. On va essayer de maximiser justement sur ces contraintes-là. Il y a direct, nous sommes obligés d'aller au standard. Je voulais faire un break, mais là, on est obligé de prendre les appelants, les derniers d'ailleurs de la soirée. Bonsoir et bienvenue. Oui, moi c'est M. Kembe depuis le Burkina Faso. Bonsoir à vous, M. Kembe, bienvenue. Oui, j'aimerais intervenir dans votre émission. Allez-y, vous êtes en direct, nous vous écoutons. Ok. Bon, c'est pour intervenir au monsieur qui vient de raccrocher là, de la Côte d'Ivoire. Oui. Quand il dit que le président de la Côte d'Ivoire a envoyé une somme colossale au Burkina Faso pour lutter contre le terrorisme, est-ce qu'il peut nous fournir des preuves? Est-ce que c'est réel? Non, je ne pense pas. Quand il dit que la Côte d'Ivoire a hébergé des ressortissants des pays en conflit, et ça, on n'en parle pas. Est-ce que c'est tout ça là, il peut nous fournir des preuves pour avancer tout ça? Je ne pense pas. Hein? C'est ce même président-là qui a enlevé, a fauché, ou bien sous lui, que nous avons perdu notre frère Alino Faso. Hein? Nous sommes des pays frères. Est-ce que il n'aurait pas dû intervenir pour que la vie de Alino Faso ne soit pas lâchement ôtée
Moi, je ne sais pas. Le pays, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, c'est des pays frères. Est-ce que, au nom de la fraternité, la Côte d'Ivoire ne pourrait pas empêcher qu'on ôte la vie de Alino Faso? Hein? Tous les Burkinabés, il n'y a pas ce Burkinabé, quand il va penser à ça, ça ne fait pas honneur à ce président-là. Il faut le dire honnêtement. Hein? Ok, merci bien et bonne émission. C'est nous que vous disons merci pour votre contribution ce soir sur votre média panafricain For You Media Africa. Avons-nous encore suffisamment de temps à consacrer justement à nos téléspectateurs? On va essayer de rester au standard avec notamment le prochain appelant. Allô, bonsoir. Alors on va prendre cette transition avec bien sûr une courte tranche d'information, et juste derrière, bien évidemment, nous prendrons les tout derniers appelants de la soirée. Le 14 décembre, des négociations visant à régler le conflit ukrainien ont débuté dans la capitale allemande. Le lendemain, 15 décembre, les dirigeants des principaux États européens ont été admis au processus. 2 journées de discussions tendues et de consultations en coulisses ont abouti à la publication d'une déclaration commune des dirigeants européens. Cependant, derrière les formules diplomatiques, il manque l'essentiel, la clarté. Les médias mondiaux sont donc submergés par une vague de fuites, de prévisions et d'interprétations contradictoires sur le déroulement des négociations. Sky News, citant un responsable américain, rapporte que 90% des sujets de discorde auraient été résolus. The Telegraph affirme que Washington a lancé un ultimatum à Kiev, accepter l'offre des États-Unis en matière de garantie de sécurité ou devoir renoncer à celle-ci. Bild va encore plus loin en déclarant que Kouchner et Witkoff ont adopté une ligne dure lors des négociations avec Zelensky, insistant sur le retrait complet des troupes ukrainiennes du Donbass. Cependant, comme le reconnaissent les journalistes de Bild eux-mêmes, malgré les déclarations retentissantes des capitales européennes et de Washington, les négociations de Berlin n'ont pas rapproché les parties d'une résolution. La question clé, celle du territoire, reste en suspens. Le président américain s'est pourtant exprimé on ne peut plus clairement sur le sujet. Écoutez, ils ont déjà perdu ces territoires, pour être honnête. Ils ont perdu. Le territoire est perdu. En ce qui concerne les garanties de sécurité, nous y travaillons avec l'Europe. L'Europe pourrait avoir un rôle important à jouer. Les territoires restent la principale pierre d'achoppement. Le Premier ministre polonais, l'un des plus proches partenaires de Kiev, a confirmé en dressant le bilan des réunions de Berlin que les concessions territoriales de l'Ukraine faisaient partie des conditions posées par les États-Unis à sa participation en tant que garant de l'accord de paix. De son côté, Zelensky, s'exprimant devant le Parlement néerlandais, a de nouveau appelé à renforcer la pression sur Moscou, à détourner les actifs russes gelés en Europe vers les besoins de l'Ukraine, évoquant certaines règles que Moscou devrait, selon lui, être contrainte de respecter. La Russie a envahi notre maison. Elle détruit nos villes, nos villages. Elle tue les Ukrainiens, nos enfants, et en même temps, elle exige que nous cédions certains de nos territoires qu'ils n'ont même pas réussi à conquérir. Il ne suffit pas de forcer la Russie à accepter l'accord. Il ne suffit pas de l'empêcher de tuer. Nous devons faire en sorte que la Russie accepte qu'il existe des règles dans ce monde. Moscou reste toutefois inébranlable. Le porte-parole du Kremlin a clairement indiqué que la position de la Russie était connue depuis longtemps. Elle est cohérente, transparente et ne laisse place à aucune ambiguïté. Moscou n'a l'intention d'examiner aucune solution temporaire et non viable qui viendrait remplacer un véritable règlement pacifique. La Russie, souligne le Kremlin, veut la paix et non une pause qui donnerait à Kiev la possibilité de refaire ses forces et de se préparer à poursuivre la guerre. Ainsi, malgré les effets d'annonce, les négociations de Berlin n'ont pas débouché sur une solution réelle. Yimdi, à 20 km de la capitale, c'est ici que le futur du réseau routier burkinabé prend racine. Sous le soleil de décembre, le président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, donne le coup d'envoi officiel d'une infrastructure sans précédent, l'autoroute Ouagabobo. Le tracé est ambitieux. Sur 332 km, cette artère vitale contournera les zones saturées, passera au sud de Koudougou et au nord de Boromo pour relier les 2 poumons économiques du pays. Sa particularité, une configuration en 4 fois 2 voies séparées par un terre-plan central, conçu pour une vitesse de pointe de 140 km/h
en rase campagne. Le lancement de cette autoroute de 4x2 est un projet très ambitieux et ce ne sera pas ça seulement. On veut rejoindre tous les chefs-lieux de région par des autoroutes. Donc ce qui a fait que le projet Yako-Koudougou, qu'on voulait lancer cette année même, je les ai dit donc de patienter et transformer ça en une autoroute de 2x2. Donc c'est une vision qu'on a en termes d'infrastructure routière. Ça ne va pas piétiner, dès que c'est lancé, c'est parti. Donc si la nuit ne tombe pas, dans quelques instants, ils vont poursuivre avec les machines et ça sera 24/24. Je les ai dit, il n'y a pas de délai. Je veux qu'il soit le plus rapide possible parce qu'on doit aller à un rythme infernal. Pour garantir fluidité et sécurité, le projet Neulésine part sur les moyens techniques, 9 échangeurs à 2 niveaux, 28 passages supérieurs et des dizaines d'ouvrages d'art pour franchir les obstacles naturels. Un défi logistique que le gouvernement a décidé de relever seul. C'est le point d'orgue de cette annonce. Le financement est intégralement assuré par les ressources propres de l'État, pas de dette extérieure, mais un effort national massif. Dès 2026, au moins 200 milliards de francs CFA seront injectés pour maintenir la cadence. Au-delà du bitume, c'est une vision souveraine que défend le capitaine Traoré. En appelant les populations riveraines à soutenir le projet, le chef de l'État entend faire de cette autoroute le symbole de Burkina Faso qui construit son propre destin, 1 kilomètre à la fois. La 36e édition des Journées cinématographiques de Carthage a été officiellement lancée ici au Théâtre de l'Opéra de la Cité de la Culture avec la projection du film Palestine 36 de la réalisatrice palestinienne Anne-Marie Jassi, renforçant la dimension culturelle et politique du festival. C'est l'un des plus anciens et des plus importants festivals de cinéma en Afrique et dans le monde arabe, dédié à la promotion des films du Sud, placé sous le signe du cinéma engagé. 42 films provenant de 19 pays du monde, principalement d'Afrique et du monde arabe, sont cette année en compétition officielle. Courts-métrages, documentaires, longs-métrages. Le festival met à l'honneur des réalisateurs engagés venus de tous les continents, à l'instar du Mali, du Sénégal, d'Algérie ou encore du Burkina Faso. J'ai pu découvrir pour vous Katanga, la danse des scorpions, film burkinabé qui a attiré tous les regards par ses images saisissantes et sa narration intense. Filmée en noir et blanc, cette œuvre de Dani Kouyaté raconte la lutte d'un peuple face à l'oppression et à la domination, mettant en lumière la force de l'Afrique indépendante qui revendique son histoire, sa culture et sa dignité, comme nous le raconte l'acteur principal de ce film. Écoutez. Le message premier de ce film, le réalisateur a voulu mettre en valeur nos valeurs, c'est-à-dire nos cultures, les langues africaines, nos coutumes et ce qui se passe dans nos chefferies et dans nos pouvoirs modernes actuellement dans le monde. Donc c'est quelque chose qui est d'actualité. Je demande, j'invite tout le public, que ce soit des jeunes ou des vieilles personnes, de faire le déplacement pour voir le film et faire pareil. S'ils sont des réalisateurs ou des comédiens, des acteurs, ils n'ont qu'à faire pareil, faire des films pareils pour vraiment la souveraineté de l'Afrique, pour que l'Afrique soit indépendante pour de vrai. Parce que les indépendances qu'on nous a données, c'est des fausses indépendances. C'est après longtemps qu'on a compris que ce n'était pas des indépendances, c'était juste une flatterie, mais on s'est réveillé maintenant. Et vive l'Afrique! Sa sélection en compétition confirme l'importance du cinéma africain engagé et sa capacité à raconter des histoires puissantes et universelles capables de toucher les publics du monde entier. Katanga, la danse des scorpions n'est pas seulement une œuvre cinématographique, c'est un cri de résistance, une affirmation de la mémoire et de la fierté africaine face aux injustices du passé. Avec cette œuvre, le cinéma burkinabé brille au JCC et rappelle au monde la force, la résilience et la créativité d'une Afrique qui raconte sa propre histoire. C'est justement la vocation première de ces JCC qui ont pour vocation de valoriser les cinémas africains et arabes, d'encourager les jeunes talents du Sud et de créer des ponts entre artistes professionnels et publics du monde entier. Et c'est sur ces très belles images, notamment des journées cinématographiques de Carthage, du côté de Tunis, que nous mettons un terme à cette émission du Point sur l'actualité, édition du mercredi 17 décembre 2025. Merci à vous d'avoir été une fois de plus nombreux ce soir. Merci à l'équipe technique. On se donne rendez-vous demain jeudi, pour d'autres émissions déjà en matinée aux côtés notamment de Tiken Doubé et de ses invités. Et nous nous trouverons en soirée dans le cadre de votre nouvelle production du PA, du Point sur l'actualité. Portez-vous bien.